grande question. Les conditions générales de vente, on voit de tout. C'est pas forcément cette différence. En fait, ce nombre, ok. c'est une rumeur. 1500, on a le site web, l'accompagnement pour le dépôt de la marque et puis des conseils pour les contrats. Voilà, un accompagnement au moins sur les 12 premiers mois, les 18 premiers mois qui sont nécessaires avant de lancer en général une première collection. Bienvenue chez Pulpistache. Dans cette série, Pulpistache interviewe des acteurs qui vous aideront à créer votre marque de mode. Concrètement, ce sont des conseils et des contacts faits pour vous. Alors préparez-vous, car vous allez bientôt pouvoir tisser des liens. Bonjour et bienvenue chez Pulpistache. On change de format, ça vous l'avez peut-être déjà vu, et aujourd'hui on va interviewer Glynis. Glynis, je suis sûre qu'elle pourra vous aider quand il s'agira du droit et aussi créer sa marque de mode. Donc Glynis, merci d'avoir dit oui pour Pulpistache. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Je suis bien contente d'être à Lyon, près de Cordeliers, dans ton cabinet. Ça fait très plaisir de pouvoir aller directement voir les gens et où ils travaillent. Et puis allons-y. 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 Alors du coup, raconte-nous un peu qui tu es, pourquoi cette idée pourquoi cet Instagram de droit à la mode. C'est comme ça moi que j'ai connu, que Pulpistache t'a connu. Raconte-nous un peu ta vie. Alors, moi je suis Glynis Makoundou, donc fan de mode depuis toujours, mais d'une mode un petit peu excentrique et un petit peu comme on peut le voir au niveau des couleurs, des mélanges, etc. Et donc ça se retrouve aussi dans ma vie professionnelle où j'ai toujours voulu faire ce qui me plaisait et des choses peut-être qui sortent un peu des sentiers battus. Donc de formation, je suis avocate, donc j'ai fait des études de droit, des affaires à Lyon. Et ensuite, j'ai travaillé en Allemagne, donc dans le secteur du e-commerce à l'échelle européenne, donc dans un contexte très international. Et c'était très intéressant de pratiquer le droit du numérique. Et à côté de ce poste salarié, j'avais créé un blog qui s'appelait Deadlines Dresses, où je donnais des conseils carrière et mode pour s'habiller pour aller travailler et avoir du succès dans sa vie pro grâce à ses tenues, etc. Donc j'étais déjà à fond sur ce sujet. Voilà, et puis sur l'entrepreneuriat dans le digital de manière plus générale. Donc ensuite, voilà, cette idée d'avoir mon entreprise et de pouvoir proposer quelque chose dans un secteur, la mode, qui me plaisait, a fait son chemin. Donc je suis rentrée à Lyon pour aller à l'école des avocats et avoir ce diplôme, ce titre, qui m'a permis d'ouvrir mon cabinet. Et donc je voulais dès le départ diriger vers les entrepreneurs dans la mode pour aider des personnes à créer leur marque. Et pourquoi c'était une évidence pour toi du coup? Alors oui, pendant les 3 ans que j'ai mis pour aller à l'école des avocats, passer l'examen d'entrée déjà ensuite à l'école, etc. Ça durait 3 ans en tout. Et pendant ces 3 ans, j'allais pas revenir au statut étudiant sans rien faire à côté, évidemment. Il me fallait toujours un projet et donc j'ai décidé de créer une marque d'accessoires pour cheveux bouclés, crépus, etc. Et donc j'ai fait ce chemin un peu de l'entrepreneur qui crée sa marque sans forcément être du milieu du textile. J'avais bien en tête les obstacles ou en tout cas les points juridiques qu'on peut rencontrer quand on crée sa marque et que on ne connaît pas grand-chose, notamment en juridique. D'accord, donc tu as été des deux côtés. Voilà, et c'est justement en ayant cette connaissance un peu pratique du terrain, plus ma formation juridique, je me suis dit, ok, l'idéal c'est d'allier expertise, passion, expérience, pour en faire un concept finalement de cabinet d'avocat très spécifique, ciblé donc sur le secteur de la mode. Oui, en effet, ça m'a étonnée, je me suis dit, oui, il y a tant de choses à traiter quand on crée sa marque, déjà juste quand on crée sa marque, quand en plus on crée sa marque qui est dans la mode, et qu'on est encore tout jeune et qu'en plus on ne sait rien de tout ça. Et du coup, dans ces cas-là, on fait appel à toi, c'est ça? Alors oui, c'est possible de faire appel à moi, ou en tout cas, c'est possible de se renseigner déjà sur mes réseaux. C'est pour ça, en fait, que j'ai souhaité, dès le départ, mettre en place des réseaux sociaux avec des informations qui soient accessibles à tous, qui soient accessibles gratuitement. Donc, que ce soit sur le blog du site du cabinet, ou alors sur le compte Instagram directement, ou sur LinkedIn aussi, où je diffuse du contenu, pour sensibiliser, parce que je pense que les personnes qui se lancent n'ont pas toujours le référent
réflexe d'aller voir un avocat ou même de penser au juridique parce que finalement, il y a plein d'autres choses à faire avant. Et donc, le fait d'être sensibilisé, de savoir, ah oui, à un moment, il faudra que je m'occupe de ma marque ou de mes contrats ou de mon site, de ma conformité, quand le moment arrive où c'est le moment de le faire, elles peuvent me contacter, mais au moins, elles ont eu l'info avant. On se pose 3 questions généralement. La marque, la protection des dessins, et puis quel statut juridique, c'est souvent les 3 questions qui me reviennent. Mais en fait, je suis sûre que un peu plus tard, tu nous diras les autres sujets à aborder, combien de temps ça peut prendre, la somme aussi qui pourrait y être consacrée, l'idéal, le non-idéal, tout ça, on verra après. Mais déjà, toi, le cabinet, qu'est-ce qu'il propose comme service si on t'appelle? Qu'est-ce qu'on peut demander sans gêne, sans connaître l'aspect juridique, sans avoir peur de poser des questions bêtes? Alors déjà, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, parce que c'est assez complexe, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, et je pense qu'avoir le réflexe de demander simplement est-ce que ce que j'ai lu, c'est bien ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., c'est pas du tout un problème. J'ai sur mon calendrier, j'ai un calendrier en ligne, en fait, où tout un chacun peut prendre rendez-vous pour 15 minutes d'échange et poser ses questions. Voilà. C'est super rapide, super limpide, ça donne envie, en fait, parce qu'on se dit déjà, un avocat... on imagine des choses et on imagine qu'il faut pousser plusieurs portes pour y accéder, pour trouver le bon, etc. Et là, non. Là, non, c'est fluide. C'est l'objectif, oui, vraiment, j'ai des créneaux chaque semaine pour ça, pour discuter avec des porteurs de projets, même si dans un premier temps, ils n'ont pas forcément besoin d'une prestation, mais ne serait-ce que pour échanger, faire le point sur le projet, où en êtes-vous, etc. Et donc, on peut vraiment parler de tout. Moi, l'objectif, c'est d'accompagner sur le juridique du début à la fin. Donc, on va parler de propriété intellectuelle, c'est l'un des piliers du cabinet, de ce qu'on propose. Donc, ça peut être le dépôt de marque, la protection des dessins, mais aussi quand on est déjà dans ce process, peut-être quand on a reçu une mise en demeure qui dit vous ne pouvez pas utiliser ce nom, il est déjà pris. Ah ben mince, comment on réagit? Et pas forcément toujours en baissant les bras. Donc, ne serait-ce que voilà, pour ce genre de problématique, on peut aussi en parler. Donc la partie propriété intellectuelle, la seconde partie, ça va être les contrats. Donc ça, on n'y pense peut-être pas. Mais si on prend un prestataire pour faire son site web ou un atelier pour fabriquer les produits qu'on a dessinés, etc., c'est toujours conseillé de mettre les choses par écrit, de mettre sur pied un contrat, ou alors avec des partenaires aussi pour la commercialisation. Et donc ces contrats, soit on les reçoit, il faut les lire, les interpréter et voir si on peut les signer sans problème, soit il faut les proposer à l'autre partie de manière proactive. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je peux proposer de la rédaction de contrats. Donc voilà, on a beaucoup de problèmes résolus en fait. Donc ça, voilà, on a parlé de ces 2 expertises, mais il y en a encore 2 autres. Donc la partie numérique, ça va être donc pour, de manière générale, le site e-commerce, parce que maintenant, chaque marque qui se lance va avoir une présence sur les réseaux. Donc pour la conformité du site, mention légale, conditions générales de vente, protection des données personnelles qui passent parfois à la trappe. Voilà, donc ça, une mise en conformité globale de site web, je le propose aussi. Et le dernier point que j'ai regroupé en droit de l'environnement, mais en fait c'est un peu plus large, c'est la conformité produit. Par exemple, ce qu'on me demande souvent, c'est de vérifier les étiquettes des vêtements, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent de règles, de législations différentes, mais qui vont se retrouver sur ce petit bout de tissu. 7 par 3 cm. Voilà, où on va avoir des choses obligatoires, des choses interdites, des choses recommandées, mais seulement sous une certaine forme. Donc voilà, ça va vraiment du début à la fin pour les jeunes marques qui se lancent. Ah oui, donc tu es la sauveuse en termes de juridique là-dessus. J'essaye en tout cas de proposer une expertise vraiment dédiée. Donc il y a des moments où, est-ce que c'est forcément quand on crée sa marque ou ça peut être aussi 2-3 ans après, on t'appelle, on dit bah voilà, ça y est, je voudrais changer mes conditions de général de vente, ou je me rends compte qu'il y a une erreur et je voudrais prendre le temps de m'y consacrer maintenant, c'est aussi possible. Oui, bien sûr. J'accompagne aussi des marques qui se sont lancées il y a 1 ou 2 ans, peut-être en faisant le juridique comme elles pouvaient, en fait, avec des infos trouvées ici et là. Et si la marque commence à décoller, c'est tant mieux. Elles se disent, OK, mon risque augmente en même temps que mon chiffre d'affaires et mon nombre de clients et ma visibilité, en fait. Donc là, on peut faire un audit général de tous ces points juridiques, finalement, pour la marque, pour voir s'il y a des points où il faut ajuster un petit peu pour que l'entreprise soit sécurisée dans l'ensemble. D'accord.
y a beaucoup de choses. Je ne me rendais pas compte du tout. Et ton cabinet, du coup, il a ouvert quand? Alors, mon cabinet a ouvert en janvier 2022, donc Ok. c'est récent. Mais Cette année. l'expérience, de toute façon, elle est là depuis longtemps. Oui, c'est la... Et puis ce qui me permet d'ouvrir, c'est vraiment d'avoir fait ces expériences avant, d'avoir créé moi ma propre marque, d'avoir étudié tous ces domaines du droit qui n'empêche sont assez épars, Oui. d'avoir pu les étudier, les pratiquer. Donc il m'a bien fallu ces 10 premières années d'expérience professionnelle pour être en mesure de proposer cette offre aujourd'hui. D'accord. Alors du coup, maintenant, j'aimerais aller dans le plus concret encore. Et c'est d'évoquer des questions telles que la première question, ce serait comment je fais pour avoir les conditions générales de vente sur mon site web? Ce sujet. Grande question, les conditions générales de vente, on voit de tout. En fait, l'idée qu'on s'en fait, je pense, c'est que c'est assez simple et que tout le monde en a et que finalement on peut les copier chez son concurrent. Je pense que c'est le réflexe numéro 1. Même sans se dire je vais aller copier, on se dit je vais aller m'inspirer de telle page, telle page. Ouais. Alors ça m'arrive quand je fais des audits de sites de voir des CGV où il y a le nom d'une autre entreprise dedans parce qu'on a oublié de changer. Alors dans ces cas-là, vous faites CTRL F et après vous faites remplacer par. Voilà, ça peut aider. Mais au-delà de ça, en fait, les conditions générales, elles doivent être adaptées à l'entreprise, elles doivent être adaptées à la manière dont l'entreprise fonctionne. Il y a des paramètres qu'on peut ajuster. Surtout si la marque est basée sur des business models un peu particuliers comme la précommande, l'upcycling, etc. Ça ne va pas être en fait des conditions générales de vente basiques d'un site qui fait de l'achat-revente et qui a des conditions basiques. Donc comment faire? C'est possible de les trouver sur des legal tech par exemple qui vous proposent de les remplir vous-même ou auprès de juristes. Alors il y a des juristes qui ne sont pas avocats qui vont vendre des modèles de documents. Ces solutions sont déjà mieux que de copier quelque chose au hasard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à la fin, c'est vous qui restez responsable de ce que vous avez écrit. Vous achetez des modèles que vous remplissez vous-même, et si vous vous trompez ou que vous mettez quelque chose qui ne va pas, c'est quand même votre problème. Alors qu'un avocat, quand il va rédiger pour vous, finalement, moi, j'engage ma responsabilité quand je fais quelque chose pour un client, c'est-à-dire que si derrière, il y a un souci, il peut théoriquement, même pas théoriquement, il peut se retourner contre moi en disant « vous avez fait un mauvais boulot et si j'ai cette amende, c'est à cause de vous ». Alors, c'est pas vraiment possible avec un modèle acheté sur Internet. Puisque tu parlais de responsabilité, j'avais une question, c'est la responsabilité juridique, c'est-à-dire le statut juridique de son entreprise. Souvent, c'est pas lequel il faut, le SARL, SAS, micro-entreprise, SASU, et puis il y en a encore plein d'autres. Alors, est-ce que ça... Évidemment, ça va être compliqué dans la vidéo d'expliquer tout, mais selon toi, les critères qui seraient pertinents pour choisir le bon, au moins pour les débuts, ou est-ce qu'on peut changer après? Je ne sais pas du tout. Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours changer après et que le risque quand on a mal choisi son statut, c'est peut-être de perdre un petit peu d'argent au niveau de l'optimisation fiscale, peut-être du résultat. Voilà, c'est un risque essentiellement financier. Okay. Ce qui est important, c'est d'en avoir un et de faire sa compta, de régler ses cotisations sociales, voilà, de ne pas être complètement dans l'ignorance du fait qu'il faut un statut, mais ça, en général, c'est acquis chez les porteurs de projets. Donc, on va avoir, en fait, le statut d'auto-entrepreneur, qui est, lui, assez facile à obtenir. Il suffit de s'inscrire, etc. Le seul inconvénient de ce statut, enfin l'inconvénient majoritaire de ce statut quand on crée une marque de mode, c'est qu'on ne va pas pouvoir déduire les dépenses, les charges, en fait, les achats qui sont faits pour l'entreprise. Donc, si on est sur une entreprise de conseil où on a juste besoin d'un ordinateur et puis d'un téléphone, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas beaucoup de charges. Mais une marque de mode, on va acheter du tissu et plus on fait appel à des prestataires, plus toutes ces charges en fait, qui pourraient être déduites du résultat ne le sont pas. Donc à la fin, on va être imposé sur un chiffre d'affaires global, alors que de ce chiffre d'affaires, il faudra avoir déduit les dépenses qui ont été faites. Donc voilà. Ensuite, si on choisit d'exercer en société, l'avantage, c'est également que la responsabilité va être limitée. C'est dans le nom d'ailleurs de ces fameuses sociétés. Donc en fait, on met un capital social dans la société au départ. C'est la somme dont on estime avoir besoin en général pour lancer l'activité. Et si l'activité devait être liquidée, si la société s'arrête et qu'elle est liquidée, le montant qui est perdu par le porteur de projet, c'est celui de son capital social. Sauf exception, faute de gestion, etc. Mais bon, en général, on n'en arrive pas là.
D'accord. Donc ça permet de limiter, si on est propriétaire par ailleurs, que la résidence principale ne soit pas prise dans le patrimoine de l'entreprise en cas de problème, etc. Donc on réduit les risques de finir sans la maison si jamais on fait trop d'erreurs, quoi. Oui, sachant que maintenant, dans le régime de l'entreprise individuelle, en réalité, la résidence principale est toujours protégée. Oui, ça. Mais si on est propriétaire d'autres biens ou de sommes d'argent obtenues par ailleurs, elles seront normalement pas affectées par un échec de l'entreprise. D'accord. Et après, dans les responsabilités, qu'est-ce qu'on a déjà comme nom? Dans les types de sociétés? Ouais, dans les types de sociétés. Alors, SARL et SAS, Ouais. donc société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée, qui peuvent aussi être unipersonnelles, donc une seule personne, et dans ce cas, c'est SASU, ou alors EURL, du coup, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. D'accord, ok. Donc déjà là, ça peut nous aider en fonction de ce qu'on va dépenser, ce qu'on veut éviter que... Ok, c'est noté. Voilà, il faut aussi regarder si on entreprend seul ou à plusieurs. Si on est en Ouais. équipe, dans ces cas-là, ce sera forcément une société, mais peut-être qu'une SAS peut être intéressante pour faire rentrer des personnes au capital. C'est beaucoup plus simple que dans une SARL. Et également, il faut regarder comment on se finance pendant cette période de création de la marque. Si on a des revenus par ailleurs, ça peut être intéressant d'être en SAS, parce que pour le coup, tant qu'on ne se verse pas de rémunération, on ne paye pas de cotisation sociale sur ces sommes, alors qu'en SARL, on va être imposé sur une partie du résultat, puisque finalement, on considère que tout ce qui est chiffre d'affaires moins charge, c'est le salaire de l'entrepreneur et il est imposé sur cette somme, même s'il l'a laissé dans son entreprise pour refaire des investissements et qu'il ne l'a pas touché, qu'il n'en a pas profité en fait en tant que salaire. D'accord. Donc voilà, les critères qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on entreprend seul ou à plusieurs, d'où viennent les financements, est-ce qu'on envisage de s'associer dans un avenir proche ou non, et puis éventuellement le montant des charges, les dépenses qui sont prévues. Donc pour ça, c'est toujours utile de regarder le business plan. J'avais juste une question concernant le budget. Oui. Précisément, j'ai besoin de nombres. Oui. Qu'est-ce que je mets dans la colonne Excel? Alors, dans la colonne Excel, fourchette basse, je conseille de prévoir 1 500 € à peu près, pour avoir une protection juridique globale sur toutes les thématiques qu'on a pu envisager. Et ensuite, fourchette haute, après, ça dépend vraiment de la marque. Si elle dit, je veux vendre aussi aux États-Unis et en Chine, il va falloir protéger la marque là-bas, forcément, le budget monte. Donc, c'est vraiment, pour dire des chiffres plus hauts, ce serait au cas par cas. Ok, d'accord. Donc 1500 minimum 1500, on a le site web, l'accompagnement pour le dépôt de la marque, et puis des conseils pour les contrats. Voilà, un accompagnement au moins sur les 12 premiers mois, les 18 premiers mois qui sont nécessaires avant de lancer en général une première collection. Évidemment, tout va dépendre du business, mais si on part sur quelque chose ne serait-ce qu'au niveau géographique, mais si on reste sur une marque qui d'abord veut vendre en France, par exemple, va déposer sa marque en France. Il va falloir prévoir les redevances à l'INPI, donc qu'il va falloir payer pour déposer la marque, mais aussi l'accompagnement pour faire les recherches d'antériorité et déposer la marque de manière correcte. Ensuite, il y aura des dépenses pour la création du statut, sauf si on prend l'auto-entrepreneur qui est gratuit. Et ensuite, pour le site e-commerce, la mise en conformité. C'est en général les trois postes, le minimum. Ensuite, pour aller plus loin, c'est intéressant de pouvoir faire relire et négocier ces contrats. Peut-être de protéger aussi les modèles de la collection, certains modèles, certains designs. Ça fait du bien déjà ça de sortir cette information parce que c'est... Comme on ne sait pas, on n'a pas envie de tâter terrain, on se dit on verra plus tard, et puis le jour où... Et puis c'est plus 1500 € qu'il faut sortir, mais parfois même 10 fois plus. Et est-ce que pour le shooting photo, faut aussi penser à des choses? Voilà, en fait, pour tout ce qui concerne la commercialisation de la marque, que ce soit donc les visuels, le shooting photo, des défilés, des événements, mais aussi la participation à des pop-up stores ou à d'autres événements, en fait, il y a toujours derrière une contractualisation avec des prestataires, avec un organisateur d'événements, et c'est bien d'avoir quand même quelques réflexes pour finalement éviter d'avoir des déconvenus au niveau juridique. Alors après, tu as parlé aussi de protéger les vêtements, protéger les dessins. Moi là-dessus, j'ai eu des cours, j'ai pas tout compris. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a 7 différences à avoir par rapport à un vêtement.
que c'est respecté ou pas, c'est très compliqué dans la mode, mais que au moins on peut essayer. Et en fait, à partir de quand on protège? Quand on fait le défilé de mode, quand on a fait le dessin, dès qu'on en parle à un autre prestataire à l'usine. Là-dessus, moi, je ne sais pas quand, ni comment. Ok, alors, il y a quelques réflexes à avoir effectivement. Déjà, qu'est-ce qu'on peut protéger? C'est la première question. Et effectivement, il faut que quelque chose soit original, qu'un design soit original pour pouvoir faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, pour pouvoir être aussi déposé en tant que modèle. Et pour ça, il faut voir, c'est pas forcément cette différence, en fait, ce nombre, ok. c'est une rumeur. C'est une rumeur? C'est une rumeur. Ah, mince. Bah, tu En me fait, viens il de faut que corriger. l'impression générale dégagée par le modèle soit différente de celle dégagée par un autre. C'est vraiment très subjectif. Après, il y a des jurisprudences, il faut Oui. voir ce qui a déjà été décidé ou pas. C'est pour ça que ça demande beaucoup de recherche, en fait. C'est une matière où on peut passer des heures à chercher voilà, des cas similaires ou alors voilà, on peut essayer de deviner quelle serait la décision d'une instance au vu de ce qui a déjà été, fait. D'accord. Donc, c'est une matière qui est assez subjective. Et Et donc ça, oui, pardon. du coup, quand est-ce que on peut penser à la protection? Alors, la protection par droit d'auteur, elle naît dès la création, sans devoir faire de dépôt. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une date, parce qu'en fait, n'importe qui peut dire j'ai eu cette idée avant. Donc, pour avoir une date, on peut déposer ce qu'on appelle une enveloppe solo sur le site de l'INPI, ce qui est pas très Ça, je crois que cher, ça ça coûte pas coûte une cher, quinzaine hein. d'euros. Ouais, voilà. Voilà, et ça se fait en ligne. Donc maintenant, on n'a plus ces contraintes du nombre de pages, de l'envoi par la poste, etc. Ça se fait en ligne très facilement. D'accord. Voilà, il y a aussi d'autres solutions, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de conserver une date certaine pour la création. Il faut quand même signer aussi. Ou c'est juste la date. Et après, de par le fait qu'on envoie l'enveloppe, on saura l'auteur. Oui, quand on fait l'enveloppe solo, en fait, on indique qui on est, ce qu'on dépose, pourquoi, à quelle date, et donc ça peut faire foi ensuite pour, dans le cadre d'un litige, prouver qu'on était le premier à avoir eu cette idée. À avoir déposé l'idée. Voilà, Du moins. c'est ça. Et ensuite, il y a une autre méthode qui n'est pas très connue, c'est les dessins et modèles communautaires non enregistrés. Alors ça paraît compliqué comme ça l'est pas du tout. En fait, il n'y a rien à faire de particulier. Pendant 3 ans, les modèles qui sont proposés sont protégés, mais seulement contre une copie à l'identique, de manière volontaire en fait. Donc si quelqu'un veut nuire à une marque en copiant ses designs et fait une copie vraiment à l'identique, on peut se baser sur le dessin et modèle communautaire non enregistré, donc non déposé, pour justifier une action en contrefaçon. Par contre, si c'est juste quelqu'un qui a une idée ou qui fait quelque chose de similaire, mais pas totalement identique, et qui peut être sans mauvaise intention, peut-être voilà, dans une autre ville, ailleurs, ça va pas fonctionner. Pour pouvoir l'empêcher d'exploiter ses créations, il faudra avoir déposé vraiment des dessins et modèles à l'INPI. C'est là la différence. Et alors du coup, parce que quand on a maintenant, on est dans des petites collections quand on veut créer, ou des collections... on peut vite avoir une collection de 3 vêtements ou une collection de, imaginons, 15 vêtements. Est-ce que faut qu'on fasse 15 fois 20 ou on peut quand même prendre le risque de dire, bon, celle-ci, c'est ma pièce maîtresse, ça peut être aussi, je pense, mon best-seller, j'y vais, ou est-ce qu'on peut se dire, oula, je l'ai anticipé, j'ai mis les enveloppes, option 1, option 2, j'ai pas mis toutes les enveloppes et je vais faire en fonction de ce que je vais voir, ce qui va se vendre le plus, et puis à un moment je vais dire celui-là je le protège. Effectivement, on peut procéder par étapes. Donc on peut faire un premier dépôt avant le lancement de la collection, selon une procédure simplifiée où on peut déposer jusqu'à 100 modèles. Et en fait, après, on peut voir ce qui se vend le mieux, ce qui va devenir peut-être une pièce iconique, une pièce forte qu'on est amené à renouveler, et juste publier en fait les dépôts de ces pièces-là. Et c'est à ce moment-là qu'on paiera en fait pour la publication. Donc ça divise aussi les coûts et ça permet de payer ce premier dépôt, et puis ensuite simplement la publication des pièces les plus importantes. Et ensuite, concernant plutôt le dépôt de la marque, est-ce que c'est le logo? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est dans 3 classes seulement? Comment ça fonctionne? Et en fait, surtout, moi, c'est quand? Parce que généralement, il y a plusieurs écoles. C'est avant même que tu en parles aux autres, avant même que tu mettes ta signature en mail, avant même que
ou que après ton statut juridique. Enfin, on ne sait jamais quand il faut débourser, quand ça vaut le coup. Et l'idéal, ce serait quand, en fait. Parce que aussi, le logo, il y a des moments où on le fait, et puis on le met en pratique, on se rend compte qu'il y a une erreur. Donc, est-ce qu'il faut le redéposer après? Enfin, c'est là où moi, je suis perdue. Alors, déposer sa marque, quand on a une idée de nom qui reflète parfaitement les valeurs de la marque, etc., moi, ce que je recommande toujours, c'est de le déposer, même en toute première étape, même si le reste n'est pas encore prêt. Donc, la seule chose, c'est qu'il faudra déposer en son nom propre. Si on envisage de créer une société, on peut aussi déposer au nom et pour le compte d'une société en cours de création. Donc ça, c'est pas un obstacle. Et voilà, ça je recommande de le faire le plus tôt possible en vérifiant bien que le nom est disponible, etc. pour pas commencer à construire toute une stratégie de com sur un nom auquel on va devoir renoncer plus tard. Et entre nom et logo, alors il n'y a pas de vérité absolue évidemment, mais ce qu'on recommande en général, c'est plutôt de déposer le nom en toutes lettres, puisque ce nom ensuite, si le logo est amené à évoluer, etc., il sera protégé en tant que tel, j'ai envie de dire peu importe dans quelle police ou de quelle manière il va être ensuite mis en forme au niveau graphique. Après, ça peut arriver qu'un nom puisse pas être déposé pour telle ou telle raison, qu'il soit peut-être pas assez distinctif, par exemple. Donc, dans ce cas, on va plutôt déposer le logo parce que c'est cette création graphique en soi qui sera de nature à être un signe distinctif pour les produits et services de la marque. Donc, c'est au cas par cas, mais en général, on recommande quand même de déposer le nom. D'accord. Donc, quand même essayer le nom. Et ça, c'est quand on veut faire France, mais quand on veut ne serait-ce que vendre dans les pays limitrophes, est-ce que là, du coup, on rentre dans une autre catégorie encore? Alors, on peut déposer une marque. Alors, ce qui n'existe pas, c'est la protection mondiale. On ne peut pas faire un dépôt mondial de marque. En fait, il va falloir faire un dépôt dans chaque pays dans lequel on pense exploiter sa marque et vendre ses vêtements. Et donc, ce qu'on peut faire au niveau européen, en revanche, c'est un dépôt dans l'Union européenne. Ça fonctionne. Un dépôt pour tous les pays européens. Sachant que c'est une procédure qui est assez longue, puisqu'en fait, il faut faire il y a une demande qui est centralisée, mais ensuite, la recherche de disponibilité, elle doit être faite dans chaque pays, et la marque doit être déposée dans les offices de chaque pays pour que finalement, ce soit validé au niveau européen. Mais ensuite, quand on a une marque européenne, c'est quelque chose de très fort, parce que n'importe qui a une idée en Allemagne d'un produit similaire, vous pouvez lui dire marque européenne, et c'est un outil de protection très fort de la propriété intellectuelle de la marque, qui a un coût aussi. Donc en fait, ce que je recommande de faire en premier, toujours, c'est de déposer en France, ce qui est relativement modique quand même. On est sur 190 € pour une classe, et ensuite 40 € par classe supplémentaire à l'INPI. Et ensuite, quand on a fait ça, on dispose d'un droit de priorité de 6 mois pour déposer dans d'autres pays, notamment en Europe. Et du coup, la protection européenne, elle va être rétroactive à la date de protection dans le pays initial. Donc il y a des mécanismes. J'en apprends, j'en apprends. Alors, j'avais une autre question, c'est concernant les ateliers. Parce que c'est souvent la bonne surprise, là où tous les problèmes commencent. Et comment on peut essayer de se sauver de son côté? Quand on est jeune créateur, on est déjà très content d'avoir un atelier. Et en fait, on se contente déjà de ce partenariat, cette association. Alors qu'en fait, on a aussi son mot à dire. Même si on n'est pas prioritaire, même si c'est une petite quantité de commandes, comment on peut faire dans les conditions pour oser parler et dire « Non, moi ça, je veux le modifier en fait, ça me va pas ». Alors, effectivement, déjà pour ça, il faut avoir la base du contrat, il faut avoir accès à ces conditions. Et l'atelier n'est pas, c'est pas obligatoire pour l'atelier de fournir les conditions, on n'est pas entre consommateurs, on est entre professionnels. En revanche, si on lui en fait la demande, il doit les fournir. Donc le premier réflexe, c'est de dire à l'atelier, bon, tout ça a l'air super, est-ce que je peux voir vos conditions générales de vente? Ou alors des fois, elles sont en tout petit au dos du devis, donc avant de signer, il faut bien en prendre connaissance et peut-être regarder, le point qui fait mal, en fait, c'est toujours le délai de livraison. Et je pense qu'en tant que porteur de projet, on peut s'accommoder d'un délai qui est long, mais en fait, il faut qu'il soit tenu, parce qu'on va créer une campagne de com, on va dire, voilà, ma collection arrive, etc. Puis si elle n'arrive pas à ce moment-là, les clients sont déçus. Donc c'est plus important d'avoir un vrai délai qu'un délai un peu optimiste, et puis qui finalement n'est pas tenu. Donc en fait, il faut bien regarder ce point-là, et il faut regarder si dans ces conditions, l'atelier, en fait, arrive à se décharger de toute responsabilité en cas de retard.
Parce que ce qui se fait normalement, c'est de prévoir des pénalités de retard par jour de retard au-delà d'une certaine date. Si les pénalités sont à 0 €, comme j'ai pu le voir dans certains contrats, finalement l'atelier peut livrer quand c'est prêt. Donc voilà, si on signe ce type de contrat, il faut avoir un plan B au cas où les cartons avec la collection n'arrivent pas le jour prévu. Mais on peut, est-ce qu'on se dit, bon bah ok, j'ai vu 0 € en pénalité de retard, c'est que c'est pas bon, je passe à un autre, ou est-ce qu'on peut l'appeler et dire, bah voilà, j'aimerais, c'est possible de modifier, de faire un avenant ou... Bien sûr, c'est possible de faire un avenant. En fait, tout se négocie, donc vous pouvez tout à fait faire un petit mail avec la liste des points en disant voilà, dans vos conditions, j'aimerais plutôt modifier ça, ou parler simplement avec la personne. La communication, c'est important de simplement expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec telle clause, peut-être de donner le background derrière. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir une certitude sur le délai, donc même si vous me dites que finalement c'est 1 mois plus tard, pour vous avoir de la marge, tant mieux, mais me dites pas telle date pour qu'ensuite... Oui. Okay. Mais dans vos CGV en vous laissant la porte ouverte pour que vous puissiez livrer plus tard. C'est comme par exemple quand on fait des objets personnalisés, on dit bah moi je peux vous livrer le 1er février si vous me signez le bon à tirer le 1er janvier. Et ils mettent cette condition-là, est-ce que l'atelier pourrait faire la même chose par exemple en disant bah ok pour vous livrer le 3 août si vous me donnez tous les patronages, la validation... telle étape, vous me validez à cette date-là. Est-ce que ça, c'est possible aussi ? On a toujours on a toujours une obligation de collaboration de la part de la personne qui commande aussi les vêtements. Elle doit fournir évidemment toutes les choses pour que l'atelier puisse commencer à travailler. Et c'est à partir de ce moment-là que va courir le délai. Et les conditions financières sont aussi à négocier parce qu'en général, par contre, il y a des pénalités de retard pour le paiement s'il n'arrive pas au bon moment. On va avoir des acomptes qui sont plus ou moins importants, parfois même de la totalité. Donc ça aussi, ça se négocie. Et est-ce qu'en France, il y a une loi commune pour les retards de paiement, qu'importe en B2B, ou c'est vraiment propre à chacun ? Il y a une loi commune, oui, sur les délais il y a une indemnité forfaitaire de retard qui est toujours facturée de 40 € par facture en retard. Et après, il y a des pénalités journalières de retard qui sont réglées sur un taux d'intérêt qui est global. D'accord, ok. Est-ce que tu avais d'autres questions ou d'autres choses que tu voulais évoquer? Parce que sur ton Instagram, je le trouve très riche. Il y a Pulpistache donne aussi des documents gratuitement sur le site web. Et toi, sur Instagram, il y a toutes les informations, en fait. Mais il y a aussi un e-book, si j'ai pu comprendre. Effectivement, en fait, j'ai voulu regrouper un petit peu tout ça parce que des fois, tout scroller pour retrouver sa réponse, ça peut être un petit peu long. Donc, j'ai créé un e-book qui s'appelle la checklist juridique du créateur de marque de mode. Donc, il va être vraiment ciblé pour une personne porteur de projet qui, depuis le début, veut savoir quoi faire ou en tout cas à quoi penser au niveau juridique. Donc, on va traiter toutes les problématiques du statut au site e-commerce en passant par la marque. Donc, c'est résumé sur une 30aine de pages. Donc j'explique tout ce que le porteur de projet peut faire seul. Et parfois, je mets quand même un petit encadré en disant, voilà, à ce moment-là, si vous rencontrez tel problème, consultez plutôt un professionnel, que ce soit moi ou un autre. Mais c'est le moment où il vaut mieux pas prendre de décision au hasard parce que ça pourrait mal finir. Bon, je crois qu'on a déjà évoqué beaucoup de choses. Je repars très très satisfaite de connaître toutes ces informations. Parce que juste, j'y connaissais pas forcément quelque chose d'un point de vue juridique et je suis sûre que mes abonnés seraient bien contents aussi de savoir tout ça parce que je vois certaines demandes que vous me faites ou certaines problématiques quand je vous suis à part sur vos projets et que la question juridique vient, ou est niée jusqu'au bout. Si c'est pas celle du prix, c'est celle du juridique de toute façon. Et du coup... comment on fait pour résumer en 3 mots? Alors, pour résumer en 3 mots, je dirais accessibilité en premier, parce que c'est vraiment, que ce soit celle de l'information sur mon site, mais aussi moi, pour me contacter, c'est simplement un rendez-vous dans mon calendrier, un petit DM sur Instagram, ça marche aussi. Le deuxième mot, ce serait spécificité, puisque je vais vraiment
moi, me former aussi en continu sur les nouveautés dans la mode, par exemple la loi AGEC, toutes les problématiques qui vont arriver maintenant, la traçabilité, l'éco-conception, pour voir en fait toutes ces nouvelles tendances, quel est leur impact au niveau juridique, par exemple la seconde main, est-ce que c'est les mêmes règles pour un vêtement de seconde main qu'un vêtement neuf, et donc voilà, pour pouvoir apporter des réponses, et ça m'intéresse toujours, ne serait-ce que discuter pour connaître ces problématiques et pouvoir faire du contenu spécifique, donc spécificité, et en dernier... Je sais pas, peut-être ludique, oui, voilà, fun. J'ai aussi un compte TikTok. Moi, ça me va. Mais voilà, rester, alors ce serait soit fun, soit professionnalisme quand même, parce que finalement, voilà, ça reste un cabinet d'avocats, ça reste que des prestations juridiques, de conseils personnalisés, qui engagent aussi ma responsabilité. Et moi, comme les personnes qui rejoignent mon équipe, voilà, on a vraiment à cœur de faire le meilleur travail pour que finalement, les créateurs de marques puissent se concentrer sur leur passion et puis nous proposer des produits toujours plus sympas et durable et qu'on a envie de porter. Merci beaucoup. Merci à cette interview. Et puis les abonnés, si vous avez la moindre question, c'est soit sous la vidéo de Pulpistache, soit directement sur Instagram ou sur, aussi en DM ou en mail. Tout à fait. Ça marche, tout est sur la barre d'infos. Et puis à la prochaine.